On part pas à l'aventure aujourd'hui? Non, aujourd'hui on n'a pas le temps. Hein? Mais qu'est-ce qu'on fait? Aujourd'hui, on fait de la vaisselle et du café. Allez, c'est bon, prends ses affaires, allez, prends le micro. C'est bon, et va tourner vite. Ah. Ok, bon, c'est bon, j'y vais. Ouais les gens, aujourd'hui c'est une grosse preuve qu'on va faire. Alors je vais diviser la vidéo en deux. La première, elle sera plutôt conceptuelle. On va voir la notion de filtre, de logique du premier ordre, et on va tout coller ensemble. Et la deuxième, ce sera tout simplement la preuve d'un grand résultat qu'on appelle le théorème de Wash. Vive la Pologne! Non, pas vive la Pologne. Aujourd'hui, dans ce deuxième épisode des modules EP, je vous propose de plonger dans un sujet de théorie des modèles. Mais je vous promets, la prochaine fois, ce sera sûrement de l'algèbre. La preuve de ce théorème est un peu classique en logique du premier ordre. C'est une procédure intéressante et vraiment importante à exploiter pour bien comprendre comment tout cela fonctionne. Cependant, si vous êtes curieux ou que vous voulez quelques rappels sur les filtres et les ultrafiltres, vous pouvez rester. Je sais que vous êtes quelques-uns dans ce cas. Générique! Ok, je vais énoncer qu'est-ce qu'on va couvrir dans cette vidéo en termes de matière. Bon, tout d'abord, on va voir les filtres et les ultrafiltres. Comme je l'ai déjà dit, ce sera le café. Et ensuite, on va découvrir la notion d'ultra-produit. Et enfin, on pourra énoncer, lors d'une vidéo qui va sortir prochainement, le théorème de Wash. Les ultra-produits, c'est ça la vaisselle. La définition de filtre est la suivante. Mais, attendez, mais qu'est-ce qui fait ça? Filtre? Mais c'est... Ultra-filtre. Wow, mais allez, c'est une dinguerie. Franchement, la monteuse, c'est vraiment une énorme... Je me demande qui l'a embauché, franchement. C'est vraiment de la grosse... Ce n'est vraiment pas drôle de faire ça en 2024, je comprends même pas comment elle est payée. On suppose I un ensemble, et un filtre F sur cet ensemble, ça va être un ensemble de parties de I qui va vérifier les trois propriétés suivantes. La première, c'est celle qui dit qu'on veut absolument pas le vide dans notre filtre. Le vide est bien une partie de I, mais on le veut pas, et ça, c'est un truc qu'on a souvent tendance à oublier, alors retenez-le, ça va nous servir plus tard. La deuxième, c'est le fait qu'un filtre, c'est stable par intersection, et la troisième dit que c'est tout simplement stable par extension. Donc à chaque fois qu'on a une partie dans notre filtre, si on l'étend, c'est forcément que cette extension va se retrouver dans notre filtre. Attention, on veut des intersections finies. Un petit exemple vaut mieux que 36 000 définitions, comme l'a dit un grand mathématicien. Alors je vous propose celui-ci, c'est l'ensemble des cofinis de I, tout simplement les parties de I de complémentaires finis. C'est bien un filtre, je vous laisse vraiment le vérifier parce que c'est juste une vérification d'axiomes très simple. Cet exemple n'est bien sûr pas donné au hasard, on appelle ce filtre le filtre de Fréchet et il va nous servir tout au long de notre vidéo. Bien sûr, on suppose que I est infini, sinon ça n'a pas grand intérêt et puis surtout le vide serait dedans. Donc un outil très pratique en mathématiques qui arrive lorsqu'on a un objet soumis à des conditions et qu'on aimerait, avec des conditions moins larges, engendrer ce type d'objet, c'est l'engendrement. Vous voyez, l'engendré d'un sous-ensemble d'un espace vectoriel, ça va donner un sous-espace vectoriel. On fait des sommes, de multiplication par des scalaires, etc., etc. Ici, avec les filtres, c'est la même chose. On va partir d'une sous-partie de I complètement quelconque et on va vouloir engendrer un filtre avec cet ensemble de sous-parties de I. Voilà, c'est plutôt naturel de se dire, à chaque fois qu'on a un sous-ensemble dans notre ensemble E, on va faire des intersections et on va prendre les extensions des intersections. Vous voyez, c'est comme si on prenait les sommes et les multiplications avec des scalaires dans des espaces vectoriels. Et donc ça va bien nous donner un filtre parce qu'on aura saturé E avec des intersections et des extensions pour bien coller à la définition. En réalité, j'ai menti. Bon, bien sûr, il y a un truc que j'ai omis de vous dire, c'est le fait que le vide pourrait se retrouver dedans. Oui, on fait des intersections d'éléments de E, mais rien ne nous dit qu'il n'y a pas le vide qui va apparaître au fil des intersections. C'est pour ça qu'il faut donner une condition sur E, et oui, l'engendrement n'est pas garanti à 100% pour les filtres. Il faut dire que E a la PIF, la propriété d'intersection finie. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'on prend une intersection finie dans E, il faut pas le vide, voilà. Les mathématiciens se sont dit, on a un problème avec notre définition, pas grave, on va la rendre valable selon une certaine condition et on va la nommer. Petit cas particulier,
Si par exemple on prend un singleton, pour eux, on va dire que le filtre engendré par ce singleton, il est principal. Et un filtre engendré par un singleton, c'est tout simplement les ensembles qui étendent ce singleton, et donc ça veut dire que ce sont les ensembles qui contiennent l'élément qui est coincé dans le singleton. C'est vraiment très simple. Un peu comme les idéaux principaux dans un anneau, c'est engendré par un seul élément. La notion d'ultrafiltre, elle est vraiment simple. On va dire que U est un ultrafiltre si c'est un filtre qui est maximal pour l'inclusion. Si vous n'êtes pas à l'aise avec les ensembles ordonnés, je vous renvoie à la vidéo précédente. Par ailleurs, on peut toujours supposer être dans un ultrafiltre parce que, en fait, tout filtre, on peut l'étendre en un ultrafiltre. Je viens de vous dire qu'on pouvait toujours considérer qu'on était dans un ultrafiltre. Si j'ai bien retenu un seul truc des cours de physique, c'est la chose suivante, ne croyez jamais votre professeur. C'est fourni par Zorn, directement, mais si ça vous intéresse, je ferai un sous-format des modules OP qui détaillera les applications des différents théorèmes qu'on a prouvés dans la série principale. Donc si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à mettre des commentaires. Ok, maintenant on va voir un certain nombre de résultats que je vais énoncer sur les filtres et les ultrafiltres parce qu'ils vont nous servir. Mais voilà, les preuves sont des très bons exercices et encore une fois, je l'ai dit juste avant, si vous voulez des vidéos sur ces exercices en particulier, je les ferai si jamais vous me les demandez. Ok, petite proposition, c'est celle-ci. Les assertions suivantes sont équivalentes. Donc, est équivalent le fait d'être un ultrafiltre, le fait de vérifier la propriété de dichotomie, ça veut dire à chaque fois qu'on a un ensemble qui est une partie de I, soit il est dans l'ultrafiltre, soit ils sont complémentaires que dans l'ultrafiltre. Et bien sûr, ils peuvent pas être tous les deux en même temps dedans parce que quand on fait l'intersection, on retombe sur le vide. Et on a la troisième assertion qui dit que si on a A et B, deux parties de I, si on en fait l'union et qu'on trouve que c'est dans l'ultrafiltre, alors ça veut dire que A ou B était dans l'ultrafiltre. Deuxième résultat intéressant, c'est le fait qu'on puisse classer les ultrafiltres. En fait, un ultrafiltre, il va être ou bien principal, et c'est un ou exclusif, ou bien il va contenir les cofinis. Donc c'est un ou exclusif, pourquoi? Parce que si on contient les cofinis, en particulier, on contient aucun singleton. C'est encore une fois très facile à vérifier. Bien sûr, ceci ne vaut que si est infini, encore une fois. Petit corollaire de cette proposition, en fait, si on fait l'intersection de tous les ultrafiltres non principaux, on retombe sur cof I. Donc voilà, il y a une inclusion qui est vraiment facile à voir, et l'autre, elle vient quasiment tout de suite par contraposé. Ok, le café est fait. Maintenant, une fois qu'on a tous bu du café, on va devoir faire la vaisselle. Ok, pour cette partie, le but c'est tout simplement de poser formellement toutes les conventions logiques, la logique du premier ordre. Ce sont tous les raisonnements qu'on a pu se faire tout au long de notre vie mathématique, qui nous ont toujours semblé évidentes, triviales. Vous êtes bien d'accord que pour formuler des résultats mathématiques, ou n'importe quel mot dans une langue, on a besoin d'un langage. Donc on va devoir se donner des symboles pour pouvoir écrire les choses, et indépendamment du sens qu'on va donner aux choses dans un premier temps. Et c'est sur cette logique, sans mauvais jeu de mots, cette logique-là qu'on va se baser. Ok, comment est décrite la syntaxe en mathématiques? Donc, on va décrire un nouvel objet qui va s'appeler un langage. Ça va être un ensemble de symboles. Donc, vous allez le voir ici, les F, R et C, où les F, ce sera tout simplement appelé des symboles de fonction qui viennent avec leur arité, c'est leur nombre de variables qu'on va leur donner une fois qu'on les aura interprétées, donc qu'on aura donné du sens, parce que jusqu'à maintenant, ce ne sont que des symboles. C'est pareil pour les relations et c'est pareil pour les symboles de constantes. Alors il y a aussi des symboles de variables qui n'ont pas vraiment d'existence propre. Elles peuvent être égales à n'importe quoi, mais ça va être des symboles qu'on va utiliser de manière générique. Retournant en primaire, on constate que l'égalité, le symbole égal, c'est un symbole qu'on a utilisé autant de fois qu'il y a d'atomes dans l'univers, je pense. Et en fait, l'égalité, c'est tout simplement un symbole de relation 2R ou binaire, comme on dit dans le vocabulaire naturel. On pourra avoir un langage où le seul symbole, ce sera le symbole de l'égalité. Et bien sûr, c'est une convention qu'on va faire, on va toujours supposer qu'il y a l'égalité dans tous les langages. Mais j'ai donné ce premier exemple très simple pour bien comprendre ce que ça veut dire. Avec ces langages, on va vouloir écrire des mots, ou plutôt des termes comme on va dire en mathématiques. Et pour les définir, on fait ça par induction sur leur taille. Le cas de base, c'est le suivant. On va dire que tout symbole de variable ou de constante, c'est un terme. Et le cas de récurrence, si on suppose avoir T1 jusqu'à Tn une suite de termes, alors, si on applique n'importe quel symbole de fonction à ces termes, ça va nous redonner un terme. Ou n, bien sûr, c'est l'arité du symbole de fonction. Bien évidemment, pour l'instant, tous ces symboles, tous ces mots qu'on écrit n'ont pas encore de sens. Comme je l'ai dit, c'est vraiment que la syntaxe pour l'instant. Petite notation, pour un terme t, on va souvent préciser t de x1 jusqu'à xn, pour préciser les variables qui vont apparaître
de notre terme en fait. Petit exemple, le langage des groupes que vous avez toujours connu, il y aura un symbole de fonction, plus, et un symbole de constante, 0, qui n'ont aucun sens, encore une fois. C'est pas le 0 des entiers, c'est pas le plus des entiers. Pour l'instant, ça n'a aucun sens. Bon, on pourra écrire x plus x plus 0, ce seront des termes. Maintenant, on va définir ce que ce sont des formules dans la logique du premier ordre. Ce sont finalement des phrases qu'on va vouloir vérifier et dire si c'est vrai ou faux en fonction du contexte. On va encore une fois les définir, mais par double récurrence cette fois-ci. Le cas de base va lui-même se définir avec une récurrence. Donc le cas de base de ce cas de base, ce sera le suivant. C'est que si on prend n'importe quel symbole de relation, appliquer ce symbole de relation à des termes, c'est une formule. Le cas de base s'appelle les formules atomiques. Et la récurrence, c'est comment est-ce qu'on connecte les formules. Si on a deux formules, si on fait la formule 1 et la formule 2, ça sera une formule, et non la formule 1, ce sera une formule. Et bien sûr, vous vous dites, oui, mais où est implique, où est si et seulement si, ça on peut les obtenir juste avec ces deux connecteurs-là, donc j'écris ça de manière minimale. Du coup, ce grand cas de base, ce seront les formules sans quantificateur, et le cas de récurrence, c'est tout simplement, quand on ajoute un quantificateur à notre formule, ça donne toujours une formule. Tout comme les termes, on va écrire phi de x1, xn pour préciser les variables qui apparaissent dans notre formule. Un type de formule qui va nous intéresser, ce sont les énoncés. C'est tout simplement une formule où toutes les variables vont être liées à un quantificateur. Vous voyez sur l'exemple, on peut écrire des formules qui n'ont aucun sens, comme celle-ci, mais dès que c'est lié à un quantificateur, on peut dire que c'est un énoncé. Ok, maintenant seulement on va interpréter, on va faire un travail de sémantique et dire qu'est-ce que ça veut dire les fonctions, qu'est-ce que ça veut dire les relations, etc. Donc on va définir le concept de structure. Une structure sur un langage, aronde, ça va être tout simplement un uple qui va être formé d'un domaine, qui sera un ensemble non vide, le domaine de la structure, de l'interprétation symbole de fonction dans la structure, l'interprétation des relations et l'interprétation des constants. Quel sens objet on va attribuer à cette interprétation? Je vais le dire tout de suite. Tout simplement pour un symbole de fonction f, tout simplement l'interprétation, ça va être une fonction qui va du domaine exposant l'arité de la fonction dans ce même domaine, et c'est exactement ce à quoi on pense. Les symboles de relation, ça va être tout simplement l'interprétation suivante, ce seront des sous-ensembles de A exposant K, où K c'est l'arité de la relation encore une fois, et les symboles de constante, ce sera tout simplement des éléments arbitraires de notre domaine. Un petit exemple avec notre langage des groupes, notre langage favori, c'est Z plus 0, vous voyez ici le domaine c'est les entiers, et l'interprétation du symbole plus dans les entiers c'est l'addition d'entiers, c'est bien une fonction binaire qui va de Z2 dans Z et qui a A, B associe A plus B, et 0, ce sera le 0 qu'on connaît bien. Alors voilà, c'est un peu embrouillant quand j'ai dit juste avant que c'était juste des symboles, mais en fait, il faut bien choisir des symboles, mais là, il s'avère que ça colle exactement au groupe Z plus 0. Donc notre structure, sur notre langage des groupes, ce sera Z plus 0. Voilà, maintenant on peut enfin définir la satisfaction de formules pour une certaine structure. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? On va se poser A1 à N et on va dire que du coup tous nos symboles de fonction et de relation sont d'arité N, pareil pour nos formules, etc. Ce sera des formules du type phi de x1, xn. Qu'est-ce que ça veut dire que la structure aronde satisfait phi? Ça veut dire tout simplement que la structure aronde satisfait phi de A1 à N, où phi est interprété dans aronde I. Et bien sûr, l'interprétation, elle est directement donnée par l'interprétation qu'on a des relations, etc. Donc si la formule, elle est atomique, c'est-à-dire qu'elle s'écrit comme une relation interprétée dans notre structure de termes, tout simplement, on va dire que A satisfait phi si la relation est vérifiée. Ensuite, si phi est de la forme phi1 et phi2, on va dire que A satisfait phi si A satisfait phi1 et A satisfait phi2, où le et, c'est le et comme nous on l'interprète en tant qu'humain, c'est pas le et logique. Mais bien sûr ça correspond au et logique, mais c'est ça qu'on veut mettre en concordance. Ensuite, si phi est de la forme non psi, alors A satisfait non phi si A ne satisfait pas phi. Et enfin, bien sûr il faut rajouter les quantificateurs. Si phi est de la forme il existe x tel que petit de i, A satisfait cette formule si il existe, ou le il existe et le il existe de nous on comprend, un certain A dans A, tel que phi interprété dans A, de A, 1, etc. C'est un peu redondant, on a très bien compris ce que ça voulait dire, donc c'est un petit moment de creux que je vous donne, mais je voulais être sûr que tout soit clair, et si ça l'est pas, n'hésitez pas à aller voir dans la description, il y a un document récapitulatif. Bon, et les ultra-produits dans tout ça, les ultra-produits, non mais c'est vraiment une dinguerie, j'ai pété mon crâne, j'en ai vraiment marre.
On sait tous ce que c'est le produit voilà, d'ensemble. Tout simplement, si on prend AI des ensembles, les éléments de ce produit sera tout simplement des suites. Donc ce sera une suite AI où tous les AI sont dans le grand AI. Un petit exemple, ben voilà, si on prend le produit des R dans R de R, on a R copie de R tant qu'il y a de réel. Et ben en fait, c'est juste les fonctions qui vont de R dans R, quoi. Mais attendez, regardez bien là. Vous vous dites, le I là, qui donne le produit. Qu'est-ce qu'on pourrait y faire? Eh ben, je vous le donne en mille, on va le munir d'un ultrafiltre. Un ultrafiltre U. On va définir une relation d'équivalence grâce à cet ultrafiltre. Ce sont des équivalences de suite. Et on va alors dire qu'une suite est équivalente à une autre. On va les noter AI et BI, si elles coïncident suffisamment souvent modulo l'ultrafiltre. Ça veut dire que l'ensemble des indices sur lequel elles coïncident, cet ensemble d'indices sera dans l'ultrafiltre. Donc ça veut dire suffisamment souvent. Pourquoi? Parce qu'on va considérer que l'ultrafiltre, il n'est pas principal. S'il est principal, ben en fait, demander de coïncider sur un ensemble d'indices qui est dans l'ultrafiltre, être dans l'ultrafiltre, dans le cas principal, ça veut dire contenir le singleton. C'est la seule condition. Donc ça veut dire qu'elles doivent coïncider seulement sur une fibre, et donc c'est pas super intéressant. Donc on va considérer que des ultrafiltres non principaux. Et donc avec cette relation d'équivalence, c'est quelque chose qu'on fait beaucoup, on va tout simplement quotienter notre produit, notre ensemble de suites, par cette relation d'équivalence pour obtenir l'ultra-produit dont les éléments, ce seront des classes d'équivalence de suite. Bon, comme je l'ai dit, vous avez vu l'heure, on n'a plus le temps, et je vais laisser Fantôme du tableau faire le reste, et adapter et faire le lien entre la logique du premier ordre, les ultra-produits, et donc les ultra-filtres par extension. Mais est-ce qu'il est vraiment arrivé? Oui, bon, je suis bel et bien arrivé, donc allez, on va commencer. Ah ben non, on n'a plus le temps, en fait, on fera ça la semaine prochaine. Allez, salut! Non. Mais comment ça, c'est une blague ou quoi? Non, je rigole. Allez, vas-y. Ok. Bon voilà, on a tout ce qu'il faut, on va recoller les morceaux. Je rappelle que nous avons les ultrafiltres sur un certain ensemble I qu'on va noter à chaque fois. On sait ce que c'est des structures, on sait ce que c'est des formules, des langages, et maintenant, on va tout remettre ensemble. Et on va créer un ultra-produit de structure. Alors, j'ai détaillé le but de ce qu'on va faire ici au tableau. On a un langage, RFC. Bon, bien sûr, il y a plein de relations, plein de fonctions et plein de symboles de constantes, mais je le note juste de manière minimale ici pour que ce soit le plus clair possible. Et on va avoir un ensemble muni d'un ultrafiltre. Et pour chaque élément de cet ensemble d'indices, on va définir une structure arrondie de domaine AI, avec les interprétations respectives des différents symboles. Et tout ça, bien sûr, dans notre même langage. Et le but, ça va être de créer un ultra-produit de structure, où tout naturellement, le domaine, ce sera l'ultra-produit des domaines de chaque structure arrondie. Donc ça, bien sûr, c'est une définition. Mais alors, ça implique qu'il faut définir quelle est l'interprétation de tous les symboles dans cette nouvelle structure. Avant de détailler l'interprétation, il est tout à fait naturel de prouver ce théorème. Donc c'est un résultat qu'on appelle le caractère foncteur de l'ultraproduit, c'est-à-dire que l'ultraproduit passe à travers les tableaux. Si on a une matrice de taille m croix n, si on prend les coefficients dans l'ultraproduit, c'est comme si on prenait l'ultraproduit des matrices à coefficients dans chaque fibre. Et là, ça paraît pas très clair de pourquoi on veut prouver ce théorème, mais une fois qu'on voudra détailler les interprétations, on va tout de suite comprendre pourquoi on utilise ça, et en fait, ça manipule les ultraproduits, ainsi on comprend bien ce qu'on fait. Et puis ça sert aussi pour d'autres choses. Donc on va commencer la preuve tout de suite. Alors j'ai dit dans un vocabulaire naturel, c'est la même chose. J'ai utilisé ce symbole ici. En fait, ça veut juste dire qu'il y a une bijection. Si on a une matrice à coefficients dans l'ultraproduit, donc ça veut dire que ces coefficients, ce seront des classes d'équivalence de suite. On peut l'associer à une unique classe de matrice. Donc c'est une suite de matrices. Et on prend la classe par la relation d'équivalence qu'on a définie juste avant via l'ultraproduit. En fait, cette bijection, on peut la donner explicitement. Ok, donc je détaille ici la bijection. Donc, il faut bien comprendre où est-ce qu'on travaille. On va partir de cet ensemble de départ là. C'est celui-ci. C'est l'ultraproduit des matrices à coefficients dans AI. Donc ce sont des suites de matrices à coefficients dans AI. Et on va devoir l'envoyer via une bijection. On va détailler que c'est bien une bijection plus tard. Et tout simplement, on va l'envoyer sur quoi? On va prendre chacun des coefficients et on va prendre la classe à chaque fois de tous les coefficients. Donc on aura une matrice à coefficients dans l'ultraproduit parce que les coefficients sont bien des éléments de l'ultraproduit des AI, ce sont bien des classes de suite. Ok, je vais recopier ça en tout petit et puis on montre bien que c'est une bijection. Voilà, donc j'ai réécrit
les matrices avec les coefficients génériques et on détaille bien la bijection ici. Donc d'abord, on va prouver que c'est injectif. Pour prouver cela, on va montrer que si à l'arrivée, on a des images qui sont égales, c'est qu'à la base, on avait des antécédents égaux. Donc, on a deux éléments qu'on a obtenus après application de sigma, et on veut montrer que les antécédents étaient égaux. Et si on montre ça, on aura l'injectivité. Bon, encore une fois, il faut juste comprendre dans quel ensemble on travaille. Ici, on veut montrer l'égalité de classe. Qu'est-ce que c'est l'égalité de classe? Ça veut dire qu'on coïncide suffisamment souvent modulo l'ultrafiltre. Ça veut dire que l'ensemble des I dans I tels que les matrices coïncident, c'est dans U. Et qu'est-ce que ça veut dire que les matrices coïncident? Ça veut dire que tous les coefficients sont égaux. Donc là, on va écrire une grosse formule avec un gros E. Ce sera bien une formule du premier ordre. Mais qu'est-ce qu'on a? On a que ces deux trucs sont égaux. Et ces deux trucs, ce sont des matrices. Bien sûr, j'ai pas renoté ici là où varier les indices parce que sinon, on s'ennuie un peu. Et l'égalité de matrice, c'est l'égalité coefficient par coefficient. Mais les coefficients étant des classes, c'est égal si et seulement si c'est égal suffisamment souvent. Donc je vais recopier ça ici. Donc ça témoigne de ceci. Et ça, je vais recopier ce que ça veut dire. Voilà, c'est cette formule-là. Mais ça veut dire que à chaque fois qu'on a des coefficients, cet ensemble-là doit être dans l'ultrafiltre. Sauf que qu'est-ce qu'on remarque avec l'étoile orange? Dire ça veut exactement dire que l'intersection de tous ces ensembles de ce type-là doit être dans l'ultrafiltre. Donc si je note ce grand ensemble-là, E, et celui-là, EKL, ça, ce n'est rien d'autre que l'intersection des EKL. Sauf que maintenant, si on regarde bien, on a que, à chaque fois qu'on a un EKL, il est dans U. Ça, c'est notre hypothèse. On doit montrer que E est dans U. Mais je sais que tous les EKL sont dans U, et comme je prends une intersection finie, et que U est un filtre, il est donc stable par intersection finie, et donc E est dans U. Et voilà, on a bien montré ce qu'il fallait. Voilà, petit résumé. On part de cette égalité de matrice, on se dit c'est l'égalité coefficient par coefficient, mais les coefficients, c'est l'égalité modulo l'ultrafiltre. J'appelle cet ensemble EKL. Je me dis, qu'est-ce que je veux montrer? Je veux montrer ceci, mais ça, c'est exactement l'intersection. Et je me dis, oui, mais donc, j'ai par hypothèse que tous les EKL sont dans U, et quand j'en prends l'intersection finie, ça reste bien dans U. Ok, maintenant la surjectivité. À chaque fois qu'on a un élément de cette forme-là, on aimerait le relier à ceci. On va encore noter ce que ça veut dire. Donc, on se fixe une matrice de cette forme-là, et on veut trouver une matrice qui est dans cet ensemble-là, telle que par la fonction, on obtient bien celle-ci. Ben ça, c'est plutôt simple. Ici, on a fourni des coefficients, et ce, pour chaque i, pour obtenir une suite. Ben, du coup, il suffit de prendre le représentant, c'est tout naturel. Tout élément qui est dans l'ensemble des matrices peut s'écrire comme ça. On a les coefficients déjà. Donc je mets les coefficients dans un tableau, et puis ben, rien ne m'empêche de prendre la limite, donc de prendre la classe d'équivalence de cette suite dans le produit tout court. Donc en gros, ceci me fournit carrément un truc qui est dans le produit tout court. J'ai quelque chose dans le produit tout court, c'est une suite de matrices, rien ne m'empêche d'en prendre la classe d'équivalence. Voilà, en fait, on n'a aucune obstruction. Donc en fait, c'est bien surjectif, c'est quasiment trivial. Donc, qui dit surjectif et injectif, dit bijectif. Vous voyez, injectif, il fallait juste bien comprendre qu'est-ce que ça voulait dire l'égalité de suite de matrices, l'égalité de coefficients, etc. Déduire des choses, mais c'est tout des choses qu'on connaît bien, et en fait, quand on déroule tout, et qu'on utilise une propriété du filtre, tout se passe bien. Pour la surjectivité, ça part du fait qu'on a choisi un système de représentants pour les classes. Et voilà, on peut prendre un représentant, quand on va prendre la limite, ça va bien associer la bonne matrice par notre fonction sigma. Perdons un peu de vue ce caractère foncteur, mais pas pour très longtemps, pour s'intéresser à comment on va adapter, comment on va définir, ce sont des définitions, pour que tout marche bien sûr, mais vous allez voir que c'est plutôt naturel de prendre ça comme définition, les symboles de constante, de relation et de fonction. Pour faire le plus simple d'abord, donc on va continuer en prenant les symboles de constante. Allons-y gaiement. Bon, le mystère va être de courte durée pour ces symboles. On sait que nos structures AI rondes nous fournissent des interprétations dans ces mêmes structures. Bien sûr, je vais noter l'interprétation dans l'ultra-produit des structures. Ça va tout simplement être, car ça doit être un élément du domaine. Donc ici, comme domaine, on veut une classe de suite. Pourquoi pas prendre la suite des interprétations. Donc vous voyez, on prend une interprétation dans une structure et on passe à la limite. C'est toujours cette idée vraiment de passage à la limite un peu intuitive. Souvenez-vous de ce que l'interprétation de symboles de relations veulent dire. Ici, qu'est-ce que nous avons? Mais du coup, on a l'interprétation
de R dans A rond I, c'est un sous-ensemble de AI exposant K, où K est l'arité de notre relation. Nous, qu'est-ce qu'on voudrait? On voudrait quelque chose qui est dans l'ultraproduit des AI, le tout exposant K. Ok, qu'est-ce que ça veut dire l'ultraproduit des AI exposant K? C'est tout simplement un K-uple avec ici des suites, des classes d'équivalence de suites. Ouais, mais un K-uple, est-ce que ce serait pas finalement une matrice avec une seule ligne et K colonnes? Ah, c'est là qu'on va utiliser notre caractère foncteur pour dire que ça, on peut l'envoyer bijectivement sur la suite du K-uple A1i à KI. Donc au final, si on a R exposant AI ronde qui est inclus dans AIK, ben en fait, ceci est en bijection avec le produit des AI exposant K. Pour cette raison-ci. Ça, c'est bien dans cet ensemble-là. Donc si moi, à partir de tous mes RAI, je prends l'ultra-produit de ces sous-ensembles de AI exposant K, bah, ce sera bien ce qu'on veut parce qu'on peut l'envoyer avec la bijection inverse sur un sous-ensemble de ce truc-là. Donc on va définir R interprété dans l'ultra-produit comme étant la relation qui est envoyée bijectivement par celle qui est composée des ultra-produits des interprétations. Vous voyez, je prends l'ultra-produit des interprétations. Ça, comme ce sont des sous-ensembles de AI exposant K à chaque fois, c'est bien dans l'ultra-produit des AI exposant K. Et ben, je l'envoie sur ceci, qui est un sous-ensemble dont elle est l'image réciproque de celle-ci. Donc ça, c'est bien dans ça. Voilà, c'est très facile de faire avec les relations parce que maintenant, les fonctions, ça va être plus ou moins la même idée. Là, la grande surprise, c'était de se dire « Ah, mais le caractère foncteur, je peux l'appliquer à une ligne et K colonnes ». Et se dire, bon, on peut prendre l'image réciproque d'un truc qu'on peut construire très facilement grâce au RAI et tout est bon. Allez, c'est parti pour les symboles de fonction. Encore une fois, de quoi est-ce qu'on part? On part des interprétations dans les AI. C'est une fonction qui va de AI exposant K où K est l'arité et on atterrit dans AI. Nous, qu'est-ce qu'on veut pour notre ultra-produit? On veut quelque chose qui part de l'ultra-produit, le tout exposant K, et qui l'envoie dans l'ultra-produit. Qu'à cela ne tienne, c'est la même chose. Si on arrive à trouver un truc qui est dans l'ultra-produit des AI exposant K, on pourra bien tout adapter grâce à ceci. Parce que vous voyez, à cette fonction, je peux associer son graphe, qui est dans AI exposant K plus 1. Mais du coup, si je fais l'ultra-produit des graphes, on va se retrouver dans l'ultra-produit des AI exposant K plus 1. Mais ça, c'est aussi en bijection avec AI, le tout exposant K plus 1. Donc, on utilise encore la réciproque et on va dire que F, c'est celle dont le graphe, c'est l'image réciproque. Donc, c'est sigma moins 1 de l'ultra-produit des graphes. Donc on conclut que f interprété en ultra-produit, c'est la fonction dont le graphe, c'est l'ultra-produit des graphes. On a fait la même chose que pour les symboles de fonction. Ça conclut tout ce qu'on voulait interpréter ici. Dans la vidéo qui va sortir peut-être la semaine prochaine, nous allons déterminer qu'est-ce que ça veut dire cette interprétation et ensuite on pourra prouver le théorème de Wash que j'ai annoncé qui va utiliser tout ça. Et vous allez le voir, Wash va beaucoup vous étonner, mais au final ça va paraître naturel. Et comme je vous l'ai dit, la preuve est vraiment importante. Si vous étudiez la logique, c'est une preuve qu'on fait souvent. Ça va être, je l'annonce, voilà, une double récurrence sur la complexité des formules. Donc, soyez au rendez-vous. Ok, dire la fonction dont le graphe est bazar, etc., l'ultra-produit des graphes, on a bien compris ce qu'on a fait, mais j'aimerais quand même donner une version explicite de ce que va faire notre fonction ultra-produit qu'on définit. Bien sûr, je vous rappelle que tout ce qu'on fait depuis le début, ça fait état de définition, même si la définition est naturelle, et en fait, elle s'impose compte tenu du résultat qu'on va prouver la semaine prochaine, le théorème de Wash. Donc, notre fonction interpréteur ultra-produit, elle doit aller de cet ensemble-là dans l'ensemble ici, sauf que du coup, qu'est-ce que ça veut dire ? Un élément de cet ensemble, c'est tout simplement un K-uple de classe de suite. A1i jusque AKI. On utilise le caractère foncteur pour associer ce K-uple à la classe de la suite des K-uples A1i, AKI. Ok? Sauf que cet élément-là maintenant, cet élément pour tout i, il se trouve dans AI exposant K. K, c'est toujours l'arité de notre symbole de fonction. Hein. Donc, ça veut dire qu'on peut l'envoyer sur un élément de AI par l'interprétation de f dans la structure A ronde i. Donc, on va l'envoyer sur f de notre tuple. Et ensuite, bah, du coup, on aura ça, donc bien sûr, exposant AI. On aura ça pour tout i. Et donc, à force d'appliquer les fonctions dans les différentes structures, on aura autant d'éléments de AI qu'il n'y a d'indices dans grand I. Et du coup, on aura une suite de résultats de fonctions, toutes les fonctions qui sont interprétées dans les structures arrondies. Donc, ce sera un élément du produit, une suite. Et de cette suite, on peut bien évidemment prendre la classe.
Et ça, c'est bien un élément de l'ultra-produit des AI. Donc on a bien trouvé un calcul de cette fonction. Voilà, j'espère que cette remarque clarifie les choses. Bon, moi j'avais pas trop le temps, donc faut vite que je libère le local. Allez, salut. Bon, on a plus le temps, je sais même plus c'est quoi mon script, enfin bref, à la semaine prochaine, j'espère qu'on se retrouve vraiment vite, j'espère que la monteuse va faire le montage vite, parce que là on a vraiment plus le temps, les cloches, les likes, salut!